Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir pour vous l'honorable Serge Mayamba. Il est député honoraire, juriste. Bonsoir Serge Mayamba, comment allez-vous? Bonsoir madame, merci. Ça a toujours été un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau des Tac au Tac magazine. Plaisir partagé. Et je rappelle aussi que vous êtes un notable de la commune de Kimbantseke. Vous avez même été élu massivement en 2011 dans ce coin de la capitale, mais vous ne faites pas trop écho des infrastructures de Kimbantseke. Pourquoi? Merci, telle était la volonté. Vous parlez plus politique au lieu de parler... Il n'y a pas de route, moi j'ai été là-bas lors d'un reportage, donc c'était vraiment trop compliqué. Puisque vous nous donnez l'occasion d'en parler, donc je dis merci aux téléspectateurs qui nous suivent. Préalablement, merci à vous. Je profite aussi de saluer tous les habitants de la commune de Kimbantseke qui nous avaient reçus. Oui. Mais je crois que la situation de la commune de Kimbantseke est plus que catastrophique. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la commune de Kimbantseke. Moi, comme élu de la Tchangou, j'ai l'obligation de parler de cette circonscription. Donc, vous avez... Parce que c'est une grande commune quand même, hein? Kimbantseke est une très grande commune. Vous avez la route principale, l'avenue de la Deuxième République, qui est complètement détruite. Et à partir de la place Sainte-Thérèse, l'accès y est difficile. Sainte-Thérèse, c'est Anjili. Vous prenez la route Sekomaf, mais c'est la grande catastrophe, alors qu'il s'agit là d'une grande route de desserte agricole qui permet une connexion entre la ville de Kinshasa et la province du Congo central. Lorsque vous allez à Massina, mais il n'y a pas de commentaire à faire. Donc je crois que la Tchangou dans son ensemble est en train de connaître une situation qui nécessite que les gestionnaires de cette ville s'y penchent. Donc c'est un cri d'alarme que je lance justement. Mais demander... pourquoi seulement aujourd'hui? Parce que j'ai posé la question, mais vous, non, justement parce que vous nous avez... député national, vous n'avez pas vraiment trop fait si, moi j'ai parlé des infrastructures dans le pays. D'ailleurs, c'est moi qui avais été mandaté pour... Merci madame, donnez-moi l'occasion de rappeler à ceux qui ont peut-être oublié que c'est moi qui ai fait venir au Parlement le ministre des Travaux publics et Infrastructures pour qu'il nous fasse le bilan ou l'état des lieux de la politique de la reconstruction de notre pays partant des différents slogans qui ont été développés par la classe politique au pouvoir. Mais le problème ne se situe pas au niveau du travail à faire par le député. Le problème se situe dans la volonté de ceux qui ont le pouvoir de vouloir. C'est-à-dire, vous comme député, vous pouvez parler, vous pouvez dénoncer, vous pouvez décrier. Mais s'ils ne font rien, c'est comme aujourd'hui. Moi, comme... C'est tous les députés qui disent la même chose. Hein. Justement. À chaque fois, non, on parle, mais rien, on ne fait rien du tout. Justement, c'est une mauvaise réel. Volonté politique. C'est un conflit réel qui est le fait, justement, de la mauvaise volonté de ceux qui gèrent. Parce que le député national ne gère pas. Le député n'a que sa parole pour dénoncer, pour inviter, pour parler. Malheureusement, dans notre pays, il y a une très mauvaise conception ou compréhension du travail du député. Les gens croient que c'est les députés qui fait exécuter les travaux. Non, tel que je suis en train de parler. Mais parce que lors de vos campagnes, vous avez des discours un peu populistes. Hein, c'est ça aussi le problème. C'est la mauvaise manière qui avait été développée jadis par ceux qui étaient au pouvoir, parce que ne sachant pas accéder à la population, ils ont procédé par des flatteries, des promesses, des gens qui récupéraient les projets du gouvernement qu'on présentait comme leurs actes de bienfaisance. Alors la population a cru que le travail du député, c'est réhabiliter les routes, c'est placer les cabines électriques. Non, vous voyez, donc c'est un peu ça. Mais puisque vous me donnez l'occasion, madame, laissez-moi vraiment interpeller le gouverneur de la ville pour dire que la situation de la Tchangou est catastrophique, que le gouverneur se penche sur les routes de Njili et Kimbantseke. La place Sainte-Thérèse est une place historique et il n'est pas normal que cette place connaisse un délabrement comme on le vit. Il n'est pas normal que la route de Kimbantseke, qui est une route historique, avec son cimetière historique, avec sa famille de chefs coutumiers de l'époque qui a fait l'histoire de cette ville, qu'on abandonne cette population. Je crois que maintenant nous sommes en train de parler, mais dans les jours à venir, nous allons mobiliser la population de Kimbantseke, de Njili, de Massina, de Sélé, de Maluku, pour qu'on se lève
contre cette distraction de l'autorité de la ville qui demeure insensible à cette souffrance. Je crois que notre voix sera entendue et les choses vont se faire. On ne sent pas Kimbopeto à Kimbatseke. Ben, il ne peut pas en avoir, je madame. pas plus que Kimbatseke parce que j'y étais et puis il y a eu quand même... les habitants de ce coin de la capitale m'ont beaucoup appelé pour... Mais c'est un plaisir pour moi que vous parliez de Kimbatseke parce que c'est ma commune. Mais on dit toujours que lorsque vous montez en dignité, il ne faut jamais oublier d'où vous venez. Mais comment pouvez-vous oublier parce qu'on ne coupe pas les racines? Quand vous coupez les racines, quel est le sort de l'arbre? Moi, je ne peux pas me couper de ces milieux, d'autant plus que j'ai bon nombre de mes activités là-bas, j'ai de la famille là-bas. Même quand je deviens distrait, il y a toujours une tante qui m'appelle, un oncle qui m'appelle, un ami qui m'appelle. Oui, que proposez-vous alors par rapport à cet état? Il n'y a rien à proposer. Nous exigeons l'implication de celui qui gère la ville pour la réhabilitation de cette route. Ok, bien. Je sais aussi que vous êtes un amoureux de football. Hein? Vous avez même une équipe. Alors, dites-moi, comment avez-vous accueilli cette information du décès d'un grand joueur, Diego Maradona? Diego... Et que savez-vous de lui? Nous lui avons rendu hommage. Vous savez, c'est quelqu'un qui a caressé notre jeunesse. Pour nous, les amoureux du football, Diego est une légende. Diego a été l'ambassadeur du football mondial. Diego a été surtout l'ambassadeur de son pays parce que c'est parmi ces personnes qui ont pris en charge le sort de leur nation, de leurs États. C'est avec Diego que l'Argentine s'est imposée sur l'échiquier international. C'est avec Diego que les gens ont compris qu'il y avait un pays qui s'appelait Argentine et les valeurs de Diego ont servi même d'autres États. C'est avec Diego qu'on a vécu l'ascension du Napoli en Italie, parce qu'avec l'équipe de Naples, Diego a permis à ces clubs-là de se hisser au haut niveau et de faire la fierté de cette ville. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous de dire qu'il nous faut développer, nous devons développer une bonne politique sportive parce que avec le sport, le pays peut donner une bonne image et les gens peuvent s'intéresser à un pays et avec une seule personne, lorsque vous l'encadrez bien, il est possible que d'autres valeurs cachées puissent émerger. Aujourd'hui, nous avons des grands joueurs argentins qui sont cherchés partout au monde. C'est parce que Diego Maradona a existé. Tout ce que nous dirons, comme les Argentins l'ont dit d'ailleurs, gracias Diego. Gracias Diego. Bien, voilà, paix à son âme en tout cas. C'est trop triste, mais bon, c'est la vie. Et puis, cette mauvaise nouvelle aussi, hein, y a le juge Julia Kikuzu Kani qui est mort. Il a connu un accident. C'est l'occasion pour moi de présenter mes condoléances à sa famille biologique ainsi que à la grande famille de la magistrature, pourquoi pas à la famille judiciaire de notre pays. Un juge compétent pour ceux qui l'ont connu et l'ont fréquenté. Et d'ailleurs, madame, vous savez, le 25 dernier, il a présidé la chambre 5 de la cour d'appel de la Gombe. Il est mort dans des conditions dramatiques. Tombé d'une moto, écrasé par un bus qui venait derrière. Au-delà des condoléances, madame, c'est que nous exigeons, parce que nous ne pouvons plus dire demander, c'est que nous exigeons, c'est l'amélioration des conditions de travail des corps importants de la République comme la magistrature. Il n'est pas normal que des magistrats qui travaillent même au haut niveau, à ce niveau-là, soient démunis. Vous savez, c'est un juge qui a beaucoup travaillé dans la province de Bas-Congo. Il a été président du tribunal de grande instance de Kikonka. Il a été dans la province dans le Grand Bandundu aussi, je crois, avant de venir à Kinshasa. Mais c'est triste qu'un magistrat meure dans ces conditions-là. Vous voyez? Et je crois que nous devons, nous, politiques, nous pencher véritablement sur l'amélioration des conditions de travail des magistrats, des médecins, des enseignants. Des journalistes. Donc, imaginez, madame, rien ne va. Des professeurs, des militaires, des policiers. Qu'un juge à ce niveau, président à la cour d'appel, ne soit pas en mesure de se placer dans des conditions de sécurité. Nous savons qu'un accident peut arriver de n'importe quelle manière, mais moi j'aurais aimé qu'il meure. Il était quand même président de la cour d'appel de la Gombe. J'aurais aimé qu'on me dise qu'un véhicule est venu peut-être heurter le sien, mais qu'un juge tombe d'une moto, ça signifie qu'il avait des urgences à gérer, il n'avait de choix face aux difficultés des transports que de prendre une moto
qui est souvent conduite par des personnes qui ne donnent pas trop de garanties de sécurité. Donc vraiment, j'attire l'attention de ceux qui ont le pouvoir de vouloir actuellement dans ce pays pour qu'un travail sérieux soit fait. Parce que l'état de droit que nous sommes en train de vanter, madame, ne peut avoir de sens que si les magistrats font correctement leur travail. Leur travail, oui. Et ces magistrats-là, pour bien faire leur travail, doivent être placés pour que dans la de bonnes justice conditions. soit vraiment indépendante. Et c'est aussi l'occasion pour moi, madame, d'attirer l'attention des magistrats, du parquet comme du siège, sur les interpellations intempestives des politiciens qui parfois les défendent. Parce que c'est ça aussi le problème. Demain, lorsque nous allons nous mettre à parler pour exiger l'amélioration des conditions de travail des magistrats, on va prendre ce politique-là qui parle, on l'amène devant le même magistrat qui se contentera de l'arrêter ou de le condamner parce qu'il a défendu sa cause. Non, je crois que nous devons tous prendre conscience pour que ce genre de drame n'arrive plus. Ça nous fait mal de perdre des hommes de valeur dans ces conditions. La mort existe, mais je crois que la mort, on peut aussi l'éviter. Bien. Alors, nous allons parler de consultations. Vous le savez, les consultations présidentielles initiées par le chef de l'État se sont clôturées officiellement depuis le mercredi 25. Alors, dites-nous, comment avez-vous trouvé ces consultations? Moi, je pense, madame, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qui a été fait. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui se fera après les consultations. Parce que le chef de l'État les a initiés à la suite d'un constat qu'il a fait. Il a parlé il a échangé avec tout le monde. Le chef de l'État a dit qu'il y a des personnes dont les actions étaient en train de plomber les actions du gouvernement. En fait, le chef de l'État voudrait se lancer dans une nouvelle définition de la vie politique, puisqu'il l'a dit, puisqu'il a pensé qu'il fallait écouter les couches sociales les plus représentatives. Puisqu'il l'a fait, tout ce que nous pouvons, nous, à notre niveau, faire pour l'instant, c'est attendre à ce qu'il se prononce par rapport à toutes les demandes qui lui ont été formulées. De toutes les façons, le chef de l'État, je crois qu'il a noté la ferme volonté de la quasi-totalité des personnes qu'il a reçues de voir les choses changer positivement, changer la gouvernance de ce pays, changer l'état d'esprit de l'homme politique congolais pour imprimer les véritables marques d'un état de droit et démocratique comme tout le monde est en train de le clamer aujourd'hui. Et je crois que cela doit passer par une révisitation de sa collaboration avec la classe politique kabiliste qui a conclu une alliance Mais avec... le FCC était absent, n'a pas répondu à l'invitation du président de la République. Bon, vous savez, madame... les FCC restent... je ne néglige rien, mais je crois que... Les FCC vers un dialogue dans la coalition. Non. Laissons d'abord le chef de l'État se prononcer. Et puis après, nous verrons. Mais qu'est-ce que le chef FCC va dire? Parce que le FCC se retrouve... Parce qu'il y a eu plusieurs déclarations non, mais madame, du côté ça, c'est des choses, du FCC. C'est des choses auxquelles nous sommes habitués. C'est parfois l'expression d'une immaturité politique et de l'inconstance de l'homme politique congolais que nous sommes. Madame, vous savez, moi j'ai pris part aux travaux des concertations nationales quand j'étais député national. Mais quand l'UDPS, par exemple, ainsi que d'autres forces politiques de l'opposition n'avaient pas participé à ces travaux, quelle a été la position des kabilistes? On démarre et on fonctionne. Le train était en marche. Mais comment peuvent-ils espérer aujourd'hui que s'ils ne sont pas entendus, les choses ne vont pas marcher? Mais qu'ils se comportent comme ils l'avaient demandé à l'opposition à l'époque des concertations nationales. Il demande au chef de l'État de respecter les accords. Madame, ces accords-là, j'aime pas trop en parler. Oui. Parce que personne ne nous a déjà brandi ces accords. Et moi, je crois que ce comportement relève de l'immoralité politique. Vous ne pouvez pas aujourd'hui chercher à prendre en otage tout un peuple au nom d'un engagement pris en privé. Il nous a été dit que le président Félix... Mais le FCC dit que c'est grâce à cet accord qu'il y a eu une passation pacifique. Non, madame, ça c'est une injure au peuple de ce pays. Vous savez, au-delà de nos divergences, mais je crois que nous sommes arrivés, je vous en prie madame, il nous est arrivé de mettre de côté nos égos, de mettre de côté beaucoup de considérations pour voir les choses de la même manière. Lorsque un président est présenté comme détenteur d'un pouvoir issu des élections, et que vous permettez de dire après qu'il est là du fait d'un accord, je crois que tous ces gens qui parlent méritent la prison. Voilà. Madame, tous ces gens qui parlent
Ils méritent la prison. Comme à l'époque de Mouzé Kabila. Hein. Quand Mouzé Kabila est arrivé, il a arrêté... Ils sont en train de porter atteinte, madame, de porter atteinte à l'honneur même du pays. Je vous en prie, madame. Allez-y. Dire que dans un pays, les gens peuvent s'arranger pour que quelqu'un ait le pouvoir, alors que vous avez parlé des élections, sont-ils en train de dire que les choses se sont réalisées au-delà de la réalité électorale, où il s'agit d'un aveu, ou c'est des gens qui veulent tout simplement créer des troubles? Moi, à leur place, je me tairais. J'aborderai le président de la République autrement. Comme j'ai dit, c'est immoral. Surtout pour voir vraiment que cette immoralité ne peut pas se justifier. Personne ne vous a jamais brandi cet accord. Qu'on nous dise quel est le contenu de cet accord. Comme ça, nous, peuple, nous allons en tirer toutes les conséquences. Si le président Félix a dit que désormais, lui sera président de la République et que la République démocratique du Congo sera la propriété privée du président Kabila ou de sa famille politique, qu'on nous le dise. Mais je ne pense pas... On l'appelle même Léopold II. Mais je ne pense pas que pareille clause peut exister. Alors, je demande à ceux qui gèrent ce pays, je demande à ceux qui gouvernent ce pays d'arrondir leurs angles, de mettre de côté leurs égos, de se mettre d'accord sur les divergences qu'ils ont par rapport à certains intérêts. Parce que, madame, le vrai problème, c'est que quand vous mettez en place une coalition qui n'a même pas de projet réel, ça finit par la confusion. Mais cette coalition FCC, est-ce que ça a une base juridique? FCC cache. Comment ça peut avoir de base juridique? C'est un arrangement tout simplement privé, puisque, bon, sur le plan de droit, l'homme a la liberté de s'associer à qui il veut, au nom de la liberté d'association, tout ça. Mais le FCC cache. Mais cela donne le droit au président de la République de faire ce qu'il veut. Non, est-ce que le président de la République fait ce qu'il veut? Ou il pose des actes? Parce qu'on l'accuse toujours d'avoir violé la Constitution, il viole. Mais c'est lui qui accuse, madame, sait très bien qu'il existe dans ce pays une institution chargée d'examiner la légalité ou l'inconstitutionnalité des actes posés par notamment le gouvernant. Et c'est pourquoi même on a remarqué l'absence lors des prestations des juges, des 3 juges. Il n'y avait pas le président du Sénat et l'Assemblée nationale. Divergence d'intérêts. Oui. Mais puisque cette Cour constitutionnelle fonctionne, ils peuvent bien la saisir en inconstitutionnalité des actes posés par telle ou telle personne ou posés à telle ou telle occasion. Mais puisqu'ils ne les font pas, puisqu'ils continuent à collaborer, moi j'aurais bien voulu que tous ces gens-là prennent leurs responsabilités en disant c'est fini, nous ne pouvons plus être ensemble. C'est en ces moments-là qu'ils seront mais sincères. Personne n'arrive à le dire ouvertement. Mais puisqu'ils ne le font pas, ça signifie qu'ils ne sont pas sincères. Tous Ils sont tous des hypocrites. Des immoraux. Ils défendent des valeurs illicites. En fait, ils ont tout simplement peur de dire la vraie vérité. La vraie vérité. Ben voilà. Consultation, la Kabylie n'était pas là. Des bras de fer s'est durci entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Les deux partenaires sont partis pour ne plus s'entendre, on peut le dire, parce qu'ils ne cessent de s'étailler des croupières. Comment entrevoyez-vous l'avenir du pays, sombre ou radieux? Madame, la vie politique est une question de rapport de force. Mais dans ce rapport de force, il est important d'accorder la priorité à la force de la loi. Si les gens peuvent croire que parce qu'ils sont de telle famille ou de telle famille politique, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, moi je crois qu'ils vont être surpris à la fin. Mais je crains pour l'avenir de mon pays. Il ne faut pas que l'avenir de la République soit exposé aux caprices des gens. Il ne faut pas que parce que tel individu ne se retrouve pas dans ce qui s'est fait, les gens considèrent que les choses ne marchent pas ou les gens considèrent qu'ils doivent tout casser. Non, nous devons privilégier l'essentiel. L'essentiel, c'est la stabilité de notre pays. Déjà que nous sommes dans une situation de crise planétaire, il est important que nous soyons vraiment fixés par rapport à nos objectifs pour faire face à cette crise. Madame, est-ce que vous savez que les spécialistes en matière économique, par exemple, craignent que demain, la République démocratique du Congo soit dans une situation de cessation de paiement. Je ne sais pas si vous avez lu le document que le ministre du Budget a envoyé aux différents gestionnaires des crédits pour dire que les crédits au titre de frais d'émission sont épuisés. Mais c'est grave, madame. Ça signifie que demain, la République démocratique du Congo pourra avoir besoin d'aller négocier certaines choses à l'extérieur, mais
ces délégués donc, seront dans l'incapacité d'y aller, faute de frais d'émission. Oui. Et cette situation ne concerne pas que les frais d'émission. C'est presque dans toutes les rubriques de notre budget. Alors, au lieu que nous puissions nous concentrer sur les aspects économiques de la vie pour chercher à savoir quelle politique développer afin que le pays revienne dans un certain équilibre, non. Les gens trouvent l'occasion de parler de ce qui les intéresse, comme si ce pays était leur propriété privée, parler des individus. Ce pays n'est pas la propriété de Kabila Joseph. Ce pays n'est pas la propriété de Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, Félix Tshisekedi lui-même l'a dit. Mais moi, je crois que la faute vient surtout des kabylistes qui croient que rien ne peut se faire dans ce pays sans Joseph Kabila. C'est une grosse erreur. Madame, c'est que nous devons tous noter et que Kabila a dirigé ce pays. En dirigeant ce pays, les gens ont retenu contre lui, par exemple, des mauvaises choses. Mais puisque le Congolais est capable d'oublier et même de pardonner, nous devons saisir cette occasion pour que les choses aillent autrement. Mais si on doit continuer à vouloir imposer aux Congolais, M. Joseph Kabila, rassurez-vous, les Congolais vont se rappeler de tous les malheurs qu'ils ont connus du fait de la gestion de Kabila et ils les traiteront comme tels. Le traiter comme tel signifie que tous ceux qui sont en train de crier aujourd'hui seront désillusionnés. Si demain une dynamique s'organise pour que la justice suive véritablement la gestion de M. Kabila, je crois qu'il se retrouvera dans des conditions pas confortables. Oui. Laissons Kabila vivre sa jeunesse. Il a géré ce pays. 18 ans, c'est énorme. Moi, je le vois dans des activités de grande détente. Si comme Congolais nous pouvons considérer qu'on peut le laisser faire ça, je crois que lui-même s'en réjouirait, mais qu'on ne fasse pas de Kabila cette pièce-là dont la présence énervera le Congolais. Parce que nous, comme Congolais, nous avons beaucoup de choses à lui reprocher. C'est un peu comme à l'époque de Mobutu aussi. Hein? Mais c'est une grosse erreur. Les Djalelo, tout ça, Mobutu 100 ans, Tukutombele, tout ça, c'est ce qui arrive. Hein? Mais de toutes les façons, madame, rassurez-vous. Les antivaleurs. Rassurez-vous, le jour où on mettra la main sur Kabila, tous ces gens vont se taire. Il y en a même qui vont même disparaître parce qu'ils vont fuir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il continue, je crois que certains points qui ont été fermés, certaines vannes finiront par être ouvertes et ils vont changer non seulement de langage, mais ils changeront de comportement et d'attitude parce qu'obligés de se comporter comme des fugitifs. Bien. Alors, Maître Serge Mayamba, quelle peut être alors votre contribution face à cette crise FCC-Cash? Ma contribution, c'est justement cette interpellation que je suis en train de faire à la classe politique. Moi, je crois que nous devons prendre conscience pour que chacun de nous s'oublie au profit de la République. C'est l'unique secret, madame. Et c'est ça la contribution. Et que nous puissions surtout privilégier les réflexions qui permettent au pays d'être stable. Aujourd'hui, il est devenu une honte pour l'intellectuel congolais, pour le travailleur congolais, du fait de notre incapacité à répondre aux besoins même primaires de nos familles. Alors, à quoi ça aura servi d'étudier? À quoi ça aura servi d'avoir été ministre, d'avoir été député, d'avoir été président de la République, si on ne répond pas aux besoins de la population? C'est pour cette raison d'ailleurs, madame, que moi, j'ai dit quelque chose, c'est que moi je ne m'attache plus au discours, parce que j'ai dit la beauté du discours se trouve dans la réponse qu'il apporte aux attentes de la population. Est-ce que nous, politiques congolais, nous apportons de par notre discours de réponse aux besoins fondamentaux de la population? Je ne pense pas. Nous devons avoir honte de nous. Tous ces gens qui crient, au lieu de commencer par crier pour exiger la présence de tels regroupements dans la coalition, la présence de ceci ou cela, la prise en compte de ceci ou cela, ils doivent commencer par faire le bilan de leur gestion. Parce que la plupart ont géré ce pays. Est-ce qu'ils sont fiers d'avoir été gestionnaires de ce pays ou ils sont tout simplement heureux d'avoir ils sont majoritaires dans la coalition, mais rien ne va, rien ne marche. Mais justement, madame, c'est à cause de tout ce qui constitue les incohérences dans leur façon d'agir. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'homme politique congolais doit changer de comportement, doit changer d'attitude. Et il revient maintenant à la population congolaise de jouer véritablement le rôle des gardiens de sa terre, le gardien de son existence, parce que ces gens sont en train de compromettre l'existence future même de ce peuple congolais. Bien, alors le FCC est prêt pour une cohabitation ou des élections anticipées. Qu'est-ce qui va advenir? Parce que côté UDPS,
niet, pas de cohabitation, pas de coalition. Madame, moi je crois que la mise ensemble... Parce que nous avons un peu parlé avec plusieurs juristes qui ont un peu analysé la situation pour dire que la cohabitation n'existe pas dans la Constitution. Bon, madame, ce que moi je veux vous dire est que le problème n'est pas de droit. Le problème se trouve dans la volonté de ceux qui se sont mis ensemble. Est-ce qu'ils veulent être ensemble? Est-ce qu'ils s'acceptent? Dans mon nombre des émissions que j'ai faites, je crois notamment chez vous, j'ai dit, le vrai problème de cette coalition-là, c'est que c'est des gens qui se sont mis ensemble sans s'être réconciliés. Parce que hier, nous nous regardions en adversaire. Est-ce que nous nous sommes réconciliés pour qu'aujourd'hui nous puissions nous accepter? C'est ça le problème. Mais je ne cesse de le rappeler également, la politique est une question de rapport de force. Ils se sont engagés dans un bras de fer, que le plus fort l'emporte, mais nous, ce qui nous intéresse est qu'ils nous préservent notre pays parce qu'il n'est pas leur propriété. Meeting aérien, intimidation ou simple exercice non, militaire. Vous savez, meeting aérien, j'ai suivi aussi les commentaires des gens, mais je veux dire aux politiques congolais aujourd'hui qu'avant de prendre position ou de faire certaines déclarations, ils doivent se référer aux experts. Il existe dans ce pays des experts. On a parlé aussi d'une violation des constitutions. Non, le chef de l'État n'a pas violé la Constitution. D'autant plus qu'il existe des accords de coopération entre les États. Madame, vous savez, moi j'ai parlé avec un spécialiste militaire qui m'a dit, mais il était surpris aussi par cette déclaration, parce que il existe ce qu'on appelle des patrouilles aéronautiques, c'est-à-dire dans le cadre des exercices que différentes armées qui peuvent organiser lorsque leurs pays ont conclu des accords de coopération militaire, il existe ce qu'on appelle le squadron change. C'est-à-dire, c'est des occasions d'échange d'expérience entre différentes armées. On appelait ça meeting aérien parce qu'il s'agit des rencontres des différents corps de ces armées-là qui peuvent se retrouver. Mais ici, pour en échanger RDC, les informations. Ici, chez nous, nous avons vu que les avions angolais, il n'y avait pas les avions congolais. Madame, mais les avions angolais étaient là. Les Congolais étaient là, oui ou non? C'est une occasion d'échange. Si cet avion peut être piloté par un Angolais et qu'à côté de lui, il y a un copilote congolais. Non, il n'y avait pas un copilote congolais. Non, je vous en prie, c'est un exemple que j'ai donné. Oui. Mais si c'est ce qu'on a voulu, on a voulu même qu'il y ait un copilote. Non, je vous en prie, il faut pas, ne tombons pas dans le piège de ceux qui racontent des choses sans les maîtriser. Si par exemple, il était question que les militaires angolais fassent ce genre d'exercice pour que les militaires congolais s'en inspirent. C'est justement là le sens de l'échange qui existe entre les armées. Vous savez, madame, en 2021, il y a ce qu'on appelle le Salon Bourget en France. Cherchez, vous allez trouver. Mais c'est une rencontre aéronautique internationale où les experts, les délégations des États, les commerciaux se retrouvent pour avoir des informations sur notamment l'évolution de la situation de l'aéronautique. Donc selon vous, ce n'était pas une intimidation, rien à voir juste... Intimidation, il n'y a que Dieu qui scrute le rein et le cœur, mais moi, avec ma petite connaissance, je sais que c'est un exercice normal qui cadre avec la coopération militaire entre États. Donc, les différents États font un échange d'expérience. Si les Angolais ont apporté aux Congolais l'expérience par rapport à l'utilisation de leurs avions ou à leur qualité, c'est ça justement le sens qu'il faut donner à ces exercices. Mais je sais que le vrai problème se trouve au niveau de besoins que les Congolais expriment. Dans un pays ça n'a rien apporté aux Congolais, il y a eu des dépenses quand même, il fallait acheter... Mais la gestion de l'État, madame, engage toujours des dépenses. C'est ça aussi le problème que nous avons chez nous. Comment il peut y avoir coopération entre États si vous ne dépensez pas? Comment un président de la République peut se déplacer si on ne dépense pas? Ce qu'il faut éviter plutôt, c'est le gaspillage. Le gaspillage. Bien. Mais les dépenses, il faut les engager pour faire fonctionner l'État. Bien, dernière question, revenons un peu sur le propos de professeur Évariste Beauchab. La RDC est régie par un régime primo-ministériel. Le Premier ministre dispose des pouvoirs exorbitants par rapport au président de la République.
si je puis avoir une analyse juridique, puisque vous êtes bon, là juriste. aussi, c'est à l'instar... une analyse froide. C'est aussi à l'instar du Parce que nous avons comme l'impression qu'il y a une guerre d'opinion. Oh, hein. Il y a le juriste FCC, le juriste CAC qui disent autre chose. Madame, j'ai dit, donc, les gens, avant de faire des déclarations tapageuses, doivent consulter les experts. Ben, c'est dommage pour nous, Congolais, de croire que quand quelque chose sort de la bouche d'un adversaire politique, il faut nécessairement le contredire. Et parfois, nous cherchons à le faire sans connaître ce qu'il a dit. Je sais que le professeur Bochab, comme appartenant à la famille politique de Kabila, a peut-être voulu donner beaucoup de pouvoir au Premier ministre pour amener l'opinion à croire que le Premier ministre a des pouvoirs au-delà des pouvoirs du chef de l'État. Politiquement, il peut être tenté par cette volonté d'exploiter la question, mais le régime primo-ministériel existe. Et au fait, c'est le genre de régime où le président de la République joue un rôle protocolaire. Et pour certains actes, et même des grands actes à poser, mais c'est un régime qui est établi ici chez nous en RDC. Non, ici, on ne peut pas parler des régimes primo, d'autant plus que le président de la République dispose également de grands pouvoirs, notamment c'est lui de diriger les conseils des ministres. Lui qui dirige, alors qu'ailleurs, le président ne se situe qu'à un niveau protocolaire et tous les pouvoirs reviennent au Premier ministre. Nous aurons l'occasion d'en parler. Oui, d'en parler parce qu'on chute déjà, nous sommes arrivés à la fin, donc on n'a plus beaucoup de minutes. Merci, désolé, je crois qu'on aura l'occasion on aura le temps de bien aborder cette question. Un petit message de la fin, puis on se dit au revoir. Ben, message de la fin, c'est que nous attendons à ce que le président de la République se prononce. Ça s'appelle aiguillage. Nous sommes en train de naviguer, nous devons savoir où aller. Il doit savoir qu'il est le seul maître à bord et que le sort de la République est aujourd'hui entre ses mains. Mais en même temps, je demande aussi aux Congolais d'être vigilants parce que beaucoup de gens veulent profiter de cette situation pour déstabiliser le pays. Et je voudrais, pour terminer, madame, demander à un monsieur qui a fait des déclarations sur la toile, qui a parlé de l'assassinat du président de la République, je le cite, monsieur Barnabé, de mettre un terme avec ce comportement qui met en danger l'avenir, pas seulement du président de la République, mais de toute une nation. S'il est habitué à la culture de la violence, il doit savoir qu'il existe aussi une contre-violence. Et je crois que les Congolais auront l'occasion de s'occuper de lui. Et c'est aussi l'occasion pour l'autorité judiciaire de se pencher sur ce genre de déclarations pour que ce qui est tenté n'arrive pas. L'avenir de la nation en dépend. Serge Mayamba, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir maître Serge Mayamba. Il est député honoraire et juriste qui est venu répondre à quelques questions d'actualité. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Freddy Kipimo, Kevin Mafuala et Elish. Merci à tout le monde. Au revoir et à la prochaine.